السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنوعدكم ان الفقرة اللي بنقدمها دلوقتي هتكون فقرة مختلفة عن اللي اعتدناه بنقدمه في القاهرة 360. مختلفة من حيث المضمون، الموضوع، الضيف، وحتى المكان اللي احنا بنقدم لكم منه الفقرة. المكان هو المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية اللي موجود في منطقة المنيرة. القصر ده اتبنى سنة 1892 في هذه المنطقة. حقيقي المنطقة المحيطة بيه ما اهتمتش انها تكون على نفس قدر هذا المكان، لكن المكان اثري جدا، بيحمل بداخله مكتبة رائعة جدا، جواه جزء كبير من العمل على اكتشاف الآثار المصرية القديمة وترميم الآثار والدراسات. اما عن الموضوع اللي بنتكلم عنه، فالموضوع ما هواش البيئة، ولكن الموضوع ما هواش الآثار، هو موضوع البيئة اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا احنا هنا في مصر لما بنتكلم عن البيئة بنبقى بس بنفكر في المصانع، بنفكر في التلوث الهواء، ولكن موضوعات البيئة موضوعات اكبر بكتير على مستوى العالم. العالم بدأت تختفي منه اماكن كتير جدا، وبدأت تختفي منه حيوانات وكائنات مختلفة من العالم بسبب ممارسات البشر على هذا الكوكب. من أكثر من 25 سنة، يمكن 28 سنة، كان هناك رجلا فرنسيا كان عنده برنامج تلفزيوني، قرر ان هو يتعب فيه ويقدمه لمدة 25 سنة، يسافر فيه كل مكان في العالم، يطير في الهواء، يغوص في البحر، يروح الغابات، يروح الصحراء، عشان خاطر ينقل لمشاهديه مش بس في فرنسا ولكن في حوالي 35 دولة في العالم، ينقل لهم ايه هو اللي موجود في هذا الكوكب اللي هم مش عارفينه. ثم اكتشف ان هذا الكوكب كوكب هش جدا وممكن ان هو يصيبه الدمار، فغير اتجاهاته وبدأ يشتغل عشان ينشر الوعي عن هذا الكوكب بشكل مهم جدا، الى ان اتى به الرئيس الفرنسي وطلب منه ان يكون مبعوثا له شخصيا للعالم كله لكي يحدثهم عن قضايا البيئة. هذا الرجل هو نيكولا يولو، وهو له اعتقد هو زميل في الاعلام اولا، ثم مغامر ثانيا، لان احنا لما هنشوف صوره وتصويره في اماكن مختلفة مش كل مذيع ولا اعلامي يقدر يعمل ده. برحب بيك. بونجور. اولا احكي لنا عن تجربتك اللي دارت خلال السنين اللي فاتت من وقت ما ابتديت البرنامج بتاعك من اكتر من 25 سنة لحد ما وصلت الى انك تكون مبعوث للرئيس الفرنسي. J'ai eu la chance pendant près d'un quart de siècle de voir la planète avec toutes ses diversités culturelles, ses diversités naturelles. Et j'ai eu la chance parce que mon métier m'a permis de réaliser à peu près 600 reportages, à la fois de découvrir la beauté de la planète. D'ailleurs une beauté qui probablement a un sens. Si la planète nous émeut tous, quelles que soient nos cultures, nos religions et notre histoire, c'est probablement que cette beauté nous interpelle, elle a une raison d'être. Mais j'ai aussi découvert au fil du temps la vulnérabilité de la planète. Et j'ai découvert surtout que nous vivions sur une planète beaucoup plus petite que nous l'imaginions. Et j'ai surtout découvert, ce qui a été évidemment confirmé par la science, mais moi je l'ai vu avec mes sens, avec mes yeux, avec mes oreilles, avec mes doigts, que l'homme et la planète ne faisaient qu'un. Que le destin de la planète était lié au destin de l'homme et que le destin de l'homme était lié au destin de la planète. Et que depuis 150 ans, probablement parce que une partie de l'humanité a été un peu aveuglée par le succès de la science, de la technologie, de ce que l'on a appelé le progrès, l'homme a pensé qu'il pouvait se désolidariser de la nature, que la destinée humaine pouvait se faire indépendamment de la destinée des autres êtres vivants. L'homme a perdu conscience qu'il vivait dans une planète qui était ronde, donc dans un monde limité, et l'homme a été incapable de se fixer des limites. Et j'ai donc découvert, ou en tout cas j'ai confirmé pendant 25 ans,
que l'homme à la surface de la planète était devenu quasiment une force géologique et que l'homme s'était mis en situation de compromettre son propre destin et que l'homme s'était mis en situation d'une manière inconsciente hier, consciente aujourd'hui, de compromettre les conditions de vie à la surface de la planète. J'ai découvert pendant 25 ans que dans l'univers, et pas simplement sur Terre, la vie n'était pas la norme, elle était l'exception. Et que, jusqu'à preuve du contraire, la vie n'a pas trouvé ailleurs dans l'univers, peut-être que demain nous découvrirons qu'il y a une forme de vie ailleurs, mais le seul endroit où la vie ait pu s'épanouir, c'est sur Terre, parce que la combinaison de paramètres pour que la vie ait pu s'épanouir sur Terre est très fragile. Et l'homme s'est mis en situation de compromettre ces paramètres. Et aujourd'hui, nous avons conscience de cela, nous avons connaissance de cela. L'homme peut être son meilleur ami comme il peut être son pire ennemi. L'homme est arrivé sur Terre en dernier et il s'est mis en situation de menacer tout ce qu'il avait précédé sur Terre. Et donc j'ai pu me rendre compte en 25 ans que la puissance de l'homme était telle qu'elle était devenue presque supérieure à la capacité de résistance de la nature. Mais j'ai surtout pris conscience que l'homme faisait partie de la nature, qu'il était la partie consciente de la nature, et que ce qui devait distinguer l'homme des autres espèces vivantes, c'est que l'homme doit être capable de travailler pour une échelle de temps qui dépasse la durée de sa propre existence. C'est ce qui devrait faire le caractère unique de l'homme. Et donc voilà, pour répondre à votre question, j'ai découvert que la planète fait partie d'un tout, que l'homme fait partie d'un tout, qu'au-delà de nos différences culturelles, historiques, économiques, religieuses, nous sommes confrontés dans tous les continents au même destin, que nous avons une obligation de protéger la nature parce que protéger la nature, c'est protéger l'homme. Et que l'homme est obligé, c'est la condition de sa liberté, c'est la condition de sa survie, de ne pas rester aveugle à la nature. Il doit protéger la nature parce que la nature détermine le futur de l'homme. طيب الإنسان عندما يعني يواجه الطبيعة ويقف ضد الطبيعة معتقدا أنه أكثر ذكاء من الطبيعة فيقاومها. رأيت في الكثير من أفلامك التي قدمتها أنك تلتقي مع نماذج من البشر من قبائل بدائية أو ما يسمى بالبدائية، ولكن في واقع الأمر هذه القبائل ربما تكون أكثر التصاقا بالكوكب وبالطبيعة وبالبيئة. من هو في رأيك البدائي، الإنسان الذي يعيش في المدينة ويقاوم ويقف ضد الطبيعة، أم الإنسان الذي يقال عنه أنه بدائي ويعيش وسط الطبيعة؟ Mais vous savez, il faut prendre dans les deux cultures l'homme moderne, et je mets le mot moderne entre guillemets, mais l'homo sapiens, le mot technicus, technologicus, a inventé des choses merveilleuses. La médecine a fait des progrès absolument incroyables. Nous sommes capables de voler, nous sommes capables de communiquer. Et tout cela est une partie magnifique du génie humain. Mais quand l'homme vivait, comme certains peuples encore en Amazonie, ou dans certains territoires arctiques, au contact de la nature, et qu'entre lui et la nature, il n'y avait pas un écran, il n'y avait pas le commerce, qu'il n'y avait pas l'industrie, l'homme avait conscience que sa vie était dans les mains de la nature, qu'il se nourrissait, qu'il se soignait,
qu'ils s'habillaient grâce à la nature. Et aujourd'hui, dans certaines sociétés, dans un monde urbain, la nature est devenue une abstraction. Et l'homme n'a plus conscience que l'économie, sa survie est dans les mains de la nature. Parce que la technologie a fait un écran avec la réalité. Elle nous a éloignés de la nature. Elle a donné le sentiment que le génie humain pouvait tout remplacer. Que vous pouviez détruire les équilibres climatiques, que vous pouviez détruire les terres arables, que vous pouviez faire disparaître des insectes, des plantes, et que la technologie pourrait se substituer. Mais ça n'est pas un gage d'intelligence. Ça, c'est un gage de vanité. Et le XXe siècle a été le siècle de toutes les vanités. Et nous devons revenir dans le siècle de l'humilité et dans le siècle de la modération. كإعلامي قمت بتصوير برنامجك، ركبت مركبات طارت فوق الأرض، وركبت مركبات في قاع البحر، وركبت قوارب في البحار، وخضت في الصحراء. كل هذه التجارب يعني دعني أقول كمغامر في هذه الأماكن، كيف استمتعت بها؟ وهل كانت بالفعل مكلفة جدا عندما بدأت عملك في تقديم هذا البرنامج من 25 سنة؟ Vous savez, moi j'ai évolué au fil du temps. Je dis souvent que je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Je suis arrivé chez moi en France dans une époque de consumérisme, dans une époque d'insouciance, dans un monde urbain. Et j'ai pris conscience petit à petit de la fragilité de la planète. J'ai pris conscience de la rapidité des phénomènes. J'ai pris conscience, comme je vous le disais tout à l'heure, que la planète était tout petit et que le pouvoir de l'homme était de plus en plus important. J'ai pris conscience que la conscience qui devrait précéder la science était de plus en plus faible. Donc, mon engagement, ça a été un engagement évolutif, mais j'ai surtout pris conscience que quand on détruisait la nature, les premiers qui étaient affectés par les conséquences, c'étaient les plus vulnérables, les plus démunis. Que la crise écologique, quand on épuise les ressources de la nature, quand on épuise les sols, quand on épuise les ressources halieutiques, quand on épuise les ressources en eau, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les plus puissants, les plus forts. Et comme d'habitude, ce sont les plus faibles qui sont les victimes. J'étais il n'y a pas très longtemps aux Philippines, qui subissent à répétition les premières manifestations des changements climatiques, des ouragans et des typhons comme ils n'ont jamais connus. Ce sont les conséquences d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, mais dont ils subissent les conséquences. Et donc j'ai pris conscience, et c'est pour cela que je suis engagé, que la crise climatique, la crise écologique, la crise environnementale est l'ultime injustice. Elle frappe prioritairement les plus démunis. Et donc, l'enjeu climatique, c'est un enjeu majeur de solidarité. Et que si, notamment les pays du Nord, dont je fais partie, nous n'assumons pas cette responsabilité, si nous n'aidons pas les pays les plus vulnérables, les pays du Sud, à s'adapter au changement climatique, mais aussi à se développer en utilisant des technologies qui n'amplifient pas les changements climatiques, il n'y aura pas de paix possible. Lutter contre les changements climatiques, c'est un facteur de paix. Laisser les phénomènes climatiques se développer, c'est un facteur de conflit dans un monde, vous le savez bien, qui déjà est capable de rentrer en conflit pour parfois des choses qui ne sont pas essentielles, mais lorsque les ressources naturelles, lorsque les ressources alimentaires, ou lorsque simplement l'environnement,
parce que la température se sera tellement élevée, deviendra invivable, vous comprendrez qu'il y aura là des facteurs de tension supplémentaires dont l'humanité n'a pas conscience. C'est tout cela que j'ai appris pendant 25 ans en visitant la planète sous toutes ses latitudes. زرت أكثر من مكان ممثلا عن الرئيس، مبعوثا عن الرئيس الفرنسي. البيئة وقضاياها قضايا في الأساس قضايا إنسانية، ولكنها مع التنمية تحولت إلى قضايا سياسية. فكيف تعيش وسط هذه المشكلات السياسية وأنت تتعامل في الأساس مع قضايا إنسانية؟ دعني أضرب مثلا. المثل هنا أن الجنوب على سبيل المثال يرى أن الشمال هو من دمر البيئة ويطالبه اليوم بالحفاظ على البيئة، وهو يطالب بالتنمية في الجنوب، ولكن الشمال لا يرضى عن ذلك. هذا الصراع المستمر منذ أكثر من 20 عام، هل دخلت في منتصفه؟ Il ne faut pas opposer l'enjeu environnemental avec l'enjeu social. Ma démarche, ma préoccupation, elle est profondément humaniste. Oui, je veux que l'on protège la forêt, je veux que l'on protège les éléphants, je veux que l'on protège les baleines. Mais je veux surtout que l'on protège nos enfants. Et nous n'avons pas le choix. Il n'y a aucun modèle économique, aucun modèle démocratique qui ne résistera à la combinaison des inégalités et des conséquences des changements climatiques. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un enjeu commun. Nous serons face au climat tous gagnants ou tous perdants. C'est la famille humaine qui est confrontée à un même enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous continuons à raisonner par le prisme de nos intérêts nationaux, en se disant nous serons plus forts, nous serons meilleurs, nous ne voulons pas voir ce qui se passe ailleurs, il n'y a pas d'issue possible. Nous serons tous heureux demain ou nous serons tous malheureux demain. Et le climat va nous obliger, et même nous obliger d'une manière accélérée, à changer de vision, à changer de lunettes, à changer de logiciel. Il va nous obliger à développer un modèle économique qui ne soit pas basé sur la compétition, mais qui soit basé sur la coopération. Il va nous obliger à fonder un modèle économique qui ne soit pas fondé sur la prédation de la nature, mais sur la protection de la nature. Il va nous obliger à ériger un modèle économique qui ne soit pas basé sur le libre-échange, mais qui soit basé sur le juste échange. Il va nous obliger tout simplement, ensemble, à créer un modèle qui soit basé sur la solidarité, mais pas la solidarité dans les mots, la solidarité dans les actes. Et c'est pour ça que la crise écologique, la crise climatique, on peut la regarder de deux manières. On peut la regarder comme quelque chose d'effrayant, parce que si on laisse les ressources s'épuiser, si on laisse le climat se détériorer, le XXIe siècle va reproduire à très grande échelle les tragédies du XXe siècle. Mais à l'inverse, si on unit nos intelligences, si on met en commun nos savoirs, si on met en commun nos connaissances, si on met en commun nos économies, et nous n'avons pas d'autre choix, eh bien nous pouvons nous retrouver au-delà de nos différences et mettre de côté nos contentieux et se réunir autour d'une seule famille qui est la famille humaine. Donc simplement pour vous dire, vous voyez, il y a deux lectures. Il y a une lecture optimiste et une lecture pessimiste. Et il ne dépend que de nous d'avoir un avenir heureux. Tout dépend de notre capacité à élever notre esprit et avoir un esprit universel. أنا طبعا
متفهم، ويعني ضيوفنا ومشاهدينا اكيد متفهمين وجهة النظر اللي بتطرحها، وخاصة كلما ازدادت ثقافة الانسان تفهم اكثر هذه المشكلة العالمية. ولكن السؤال في المقام الاول، انت مبعوث للرئيس الفرنسي، فبالتالي انت تتعامل مع السياسيين. كيف يلتقي بك السياسيين؟ كيف يتلقون ما تقوله؟ هل يفهمون ما تقوله أم يعتبرون أن هذا الأمر رفاهية وليس موضوع حيوي كما تؤمن أنت به؟ Alors, les choses ont quand même bien évolué depuis quelques années. Vous savez que la France va accueillir au mois de décembre la 21e conférence sur le climat. 195 États seront à Paris pour décider quelque part de l'avenir de l'humanité. Aucun État, aucun chef de gouvernement ne conteste la réalité et l'importance de la menace climatique. Il fut un temps, et encore récemment, où vous aviez un certain nombre de responsables politiques qui n'étaient pas totalement certains que l'humanité avait une responsabilité dans le changement climatique. Donc le constat qui a été posé par la science est maintenant partagé par les responsables politiques, et dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, dans les pays industrialisés, il y a une sincère volonté de trouver un compromis ambitieux à Paris pour lutter contre le changement climatique. Cette volonté est là. La difficulté à laquelle nous nous heurtons, en Égypte comme en France, aux États-Unis comme en Chine, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il faut composer avec deux échelles de temps, le présent et l'avenir. Et quand il faut prendre une décision qui répond aux souffrances du court terme, ou quand il faut prendre une décision qui prend en compte les intérêts du futur, souvent ce ne sont pas les mêmes décisions qui s'imposent. Et combiner le court terme et le long terme, c'est parfois excessivement compliqué. Je prends un exemple bien simple. Quel est l'ennemi du climat aujourd'hui? Le principal ennemi du climat, ce sont les énergies fossiles. Le charbon, le gaz et le pétrole. Pendant 150 ans, le charbon, le gaz et le... Ouais. Ah oui, et voilà. Pendant 150 ans, les énergies fossiles ont été l'ami de l'homme. C'est ce qui a permis à une partie de l'humanité de prospérer. Et aujourd'hui, les énergies fossiles deviennent le problème majeur de l'humanité. Il va falloir que nous trouvions une solution pour continuer à se développer, pour permettre aux pays qui ne se sont pas encore développés de se développer, mais sans utiliser les énergies fossiles. Vous comprenez évidemment la difficulté de l'exercice, et que pour certains responsables politiques, c'est un virage qui est excessivement brutal. Et c'est pour ça aussi que c'est très important, et c'est d'ailleurs une partie de ma mission, mais c'est aussi une partie de la mission de la diplomatie française, que nous montrions aux responsables politiques qu'il y a un modèle énergétique, qu'il y a un modèle économique désirable, accessible pour le futur, qu'il faut y aller progressivement, bien entendu, mais que demain, nous pouvons développer, continuer à se développer, aider les pays du Sud à se développer, mais avec un modèle énergétique qui sera totalement différent du modèle énergétique qui a été dominant aujourd'hui. Il faut donner foi dans les solutions de demain, mais pour donner foi dans les solutions de demain, encore faut-il les connaître, et encore faut-il en faire la promotion. الرئيس المصري ينادي دائما منذ توليه الرئاسة وحتى من قبل أن يتولى الرئاسة بتبني الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الطاقة المعتمدة على الحفريات زي البترول وغيرها. ولكن هذه الطاقة باهظة التكلفة، غالية جدا في أوروبا والدول المتقدمة التي تنتجها. كيف يمكن أن يخلق النموذج الاقتصادي كما تقول، حيث يمكن أن تصل الأدوات والمعدات والماكينات بسعر
تستطيع الدول النامية أن تنتقل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة؟ À l'échelle du monde, sur les 20 dernières années, le prix de l'énergie solaire a diminué de 80%. Le prix de l'énergie éolienne a diminué de 40%. En même temps que l'efficacité des technologies, c'est-à-dire le rendement entre l'énergie captée et l'énergie restituée, n'a cessé d'augmenter. Il faut bien comprendre que nous avons été pendant 20 ans à la préhistoire des énergies renouvelables. Les choses vont évoluer très très vite. Les coûts vont chuter. Dans certains pays, l'énergie solaire est déjà au même tarif que les énergies conventionnelles. Alors, il faut mener deux stratégies de front. Et je crois que l'Égypte a ça dans ses objectifs. D'abord, une politique d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ce sont toutes les technologies ou tous les comportements qui permettent à service ou à confort égal de réduire sa consommation énergétique. L'énergie qu'on peut ne pas consommer. Et croyez-moi, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'industrie, on peut parfois diviser par 2, par 3 ou par 4 sa consommation d'énergie. Et quel que soit le modèle énergétique, c'est la priorité de tous les États d'engager une politique parce qu'il y a de l'emploi à la clé, il y a de l'économie à la clé pour réduire notre consommation énergétique à confort égal. La deuxième chose, il faut progressivement développer les énergies renouvelables. Mais toutes les énergies renouvelables, pas simplement le solaire, pas simplement l'éolien, pas simplement la biomasse. Et petit à petit, on va baisser les coûts. Et vous savez, on a beaucoup subventionné l'énergie fossile et vous êtes bien placé ici en Égypte. Une des premières mesures de votre président, ça a été de réduire les subventions au carburant des automobiles. À l'échelle du monde, il y a 650 milliards de dollars de subventions accordées aux énergies fossiles. Il vaudrait mieux basculer ces subventions pour développer les énergies renouvelables, parce que sur un plan social, les énergies renouvelables, à terme, ce sont des énergies qui seront gratuites. Le vent est gratuit, le soleil est gratuit. Il faut simplement acheter des technologies pour capter cette énergie. Mais imaginez simplement, 2 minutes, le monde de demain. Si vous donnez la possibilité, dans 20 ou 30 ans, on va dire d'ici 2050, et c'est tout à fait envisageable, à chaque pays, petit pays, moyen pays, grand pays, de produire son énergie à l'intérieur de ses frontières, à partir de sources d'énergie qui sont gratuites et inépuisables, comme le vent, comme l'énergie des mers, comme l'énergie du soleil. Vous allez rétablir entre les nations un rapport de force équitable, et ça sera un facteur de paix. Donc quelque part, il faut croire dans les capacités des énergies renouvelables, évidemment selon la situation des pays, selon la dépendance économique de ces pays à l'énergie fossile, il faut leur laisser plus de temps en fonction des situations. Mais la question ne se pose pas de savoir si on va sortir de l'économie carbone. La question est de savoir quand et à quel rythme on va sortir. Plus tôt on le fera, mieux ce sera, et plus tôt les pays investiront sur les énergies renouvelables, plus ils pourront tirer des avantages économiques d'un marché qui va être le marché de demain. طيب يعني إذا كنا بنقول إن هذا هو المستقبل، وواضح أن مصر من البلاد التي تتجه نحو المستقبل في موضوعات استخدام الطاقة، وأيضا بعض البلدان العربية وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، ولكن في الموضوعات الأخرى. ونحن لدينا قمة في ديسمبر كما قلت في فرنسا لقادة العالم لكي يجتمعوا، ولكن كانت هناك قمة في عام 2000، قمة الأرض في عام 2000 في نيويورك. وماذا نتج عن مثل هذه القمة الذي يجعلنا نتفائل
عندما نستمع إلى وجود قمة أخرى في نهاية 2015. Il y a autant de raisons d'être optimiste que de raisons d'être pessimiste. Quand vous devez réunir 195 États, vous voyez déjà dans certaines situations régionales, quand il faut mettre d'accord une dizaine de pays, c'est compliqué. Quand on va demander à 195 États un effort partagé, quand on va demander à certains États de renoncer à exploiter certaines réserves d'énergie fossile, vous comprenez que l'exercice est difficile. Il y a un préalable si l'on veut que Paris soit un moment de réussite pour l'ensemble de la communauté internationale. Le préalable, c'est d'abord d'entendre les doléances, les souhaits, les exigences des pays les plus vulnérables. Parce que quoi que l'on fasse pour le climat, vous savez que l'objectif de la conférence de Paris, c'est que la somme des engagements des États permette de limiter les changements climatiques dans le siècle à 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? Parce qu'au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans un phénomène irréversible. Mais même si nous atteignons les 2 degrés, cela aura des conséquences très lourdes pour les pays les plus vulnérables. Et les changements climatiques, aujourd'hui, pendant que nous parlons, ont déjà des conséquences. Vous savez que chaque année, entre 20 et 30 millions de personnes sont obligées de se déplacer à cause des phénomènes climatiques. Que les changements climatiques tuent déjà chaque année des centaines de milliers de personnes. Ce que les pays du Sud nous demandent, c'est de les aider à s'adapter au changement climatique. Et de les aider à s'adapter de 2 manières. D'abord en finançant des projets d'adaptation, et deuxièmement en leur donnant des technologies qui leur permettent de s'adapter ou de se développer sans utiliser les énergies fossiles. Si les pays du Nord, les pays industriels, ne rétablissent pas la confiance sur les moyens qu'ils vont donner à ces pays-là pour s'adapter et pour se développer, les conditions d'un succès à Paris ne seront pas réunies. Ce qu'il veut dire tout simplement que si nous promettons de l'argent, vous savez qu'il y a un fonds vert qui a été créé pour le climat, un fonds vert international. L'objectif, c'est que ce fonds vert soit abondé d'ici 2020 au minimum de 100 milliards de dollars par an et que ce fonds vert soit principalement destiné à aider ces pays à s'adapter. Si l'on veut que les pays du Sud viennent à Paris dans une disposition positive, dynamique, il faut qu'ils aient confiance dans les promesses des pays du Nord sur les promesses de financement. Si l'on veut qu'ils aient confiance dans les promesses de financement, et ça ce sont des choses qui peuvent être discutées, qui auraient dû être discutées au sommet de Ban Ki-moon à New York, ce sont des choses qui doivent être discutées au G20, ce sont des choses qui devront être de nouveau discutées à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Il va falloir expliquer très précisément d'où va venir l'argent que l'on va mettre dans le fonds vert. Avec quelle source de financement innovant nous allons réaliser nos promesses. Les pays du Sud ne se contenteront pas de promesses, ils voudront comprendre quels sont les mécanismes financiers qui leur permettront de faire face au changement climatique. Il faut rétablir la confiance. Pour rétablir la confiance, il faut être dans la vérité. أرى أن يعني الرسالة التي جئت تحملها إلى البلاد جزء كبير منها رسالة أخلاقية أو رسالة معنوية. رأيت تصويرا لك وأنت تلتقي ببابا الفاتيكان، ثم علمت أنك التقيت هذا الأسبوع مع البابا هنا في مصر ومع شيخ الأزهر. هل رسالتك تأتي ليس فقط إلى القادة السياسيين ولكن تأتي إلى الشعوب تريد نشرها من ناحية الوازع الديني في بعض الأحيان أو من خلال هؤلاء الذين يمكن أن يحملوا رسالتك إلى باقي المجتمع؟ Vous savez, si on considère que les mots ont un sens, si effectivement la crise climatique ou la crise écologique menace l'avenir de l'humanité, vous et moi, nous ne comprendrions pas que les grandes confessions, que les grandes religions restent silencieuses sur ce sujet-là, qu'elles ne prennent pas leur part dans la mobilisation
qu'elles ne prennent pas leur part dans l'interpellation des responsables politiques. Les confessions, toutes confessions confondues, doivent demander aux responsables politiques qui vont venir à Paris au mois de décembre d'écrire l'histoire et de ne pas subir l'histoire, de prendre leurs responsabilités. Et dans un monde qui a toujours tendance à repousser les échéances, alors que l'urgence est là, alors que des millions de personnes sont victimes des changements climatiques, il est important que les autorités morales, religieuses, spirituelles, que les grandes voix qui portent au-dessus du bruit de fond de nos sociétés, prennent leurs responsabilités. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, j'ai engagé un dialogue avec un bon nombre d'autorités religieuses parce que j'ai besoin de leur aide. Parce que nous traversons une crise écologique, nous traversons une crise économique, mais nous traversons surtout une profonde crise anthropique, une crise de civilisation. Et donc, si nous abordons cette crise simplement avec des outils économiques ou avec des outils technologiques, c'est important, mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi une interrogation plus profonde pour comprendre pourquoi l'humanité en est arrivée à ce stade-là. Pourquoi nous sommes devenus notre propre ennemi? Pourquoi nous sommes mis dans une situation où nous pouvons compromettre nos conditions d'existence? C'est important qu'on se pose des questions quasi philosophiques. Et ça ne viendra pas spontanément des responsables politiques. Ils ont d'autres préoccupations. Et je pense que cette dimension-là, elle doit être alimentée par les autorités religieuses et spirituelles. Si on se met du côté des croyants, toutes confessions confondues, est-ce que l'on peut comprendre qu'on regarderait l'œuvre de la création de Dieu se détruire sous nos yeux et rester impassible? Non, je pense que les religions doivent nous rappeler à nos devoirs d'hommes. Vous trouvez dans toutes les religions un certain nombre de principes, de préceptes qui nous rappellent nos devoirs vis-à-vis de la nature, qui nous disent que nous devons être économes de la nature, ce que nous n'avons pas été depuis 150 ans. Et je pense que c'est un moment important pour que les responsables religieux, entre autres, pas eux seulement, mais entre autres, réaffirment, nous rappellent à nos devoirs d'hommes. رسالة مهمة جدا طبعا انها تصل الى الجميع، وطبعا ونحن في اطار طبعا تغيير الخطاب الديني يمكن يكون انقاذ الكوكب، يكون احد الامور اللي رجال الدين الاسلامي والمسيحي وغيرهما يعني المفروض انهم يتولون. كم بلد زرت حتى الان، وكم هو عدد البلاد التي تتوقع ان تزورها؟ هل متوقع ان تزور 195 دولة؟ J'ai eu l'occasion dans mon ancienne profession, puisque peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, mais j'ai réalisé des documentaires pendant 25 ans, je pense de visiter peut-être 180 des 195 pays, mais ce n'était pas dans le même état d'esprit. Dans le cadre de ma mission auprès du président français, j'ai visité évidemment plusieurs dizaines de pays, petits, moyens, grands, du Costa Rica jusqu'à la Chine, en passant par évidemment les États-Unis ou le Tchad. La diplomatie française, puisque c'est la France qui va accueillir la conférence climat, avec le ministre des Affaires étrangères français, la ministre du Développement, Madame Girardin, avec l'ensemble des diplomates et des ambassadeurs, est depuis 2 ans totalement mobilisée pour sensibiliser, rapprocher les points de vue dans 195 pays. Moi, c'est impossible en 3 ans de visiter 195 pays. Il faut passer un petit peu de temps, il faut écouter, il faut transmettre. Le rôle de la diplomatie française et mon rôle, c'est d'avoir une certaine neutralité par rapport au point de vue des différents partis, mais en même temps de transmettre et d'identifier les arguments les plus pertinents, et puis d'essayer de responsabiliser tout le monde, d'essayer de faire en sorte que chacun, justement, comme on le disait tout à l'heure, ne raisonne pas l'avenir
à travers les intérêts uniquement de son propre État, mais que nous soyons capables de penser l'avenir à travers un intérêt universel. Voilà. Alors, il reste 7 mois jusqu'à la conférence de Paris. Demain, je pars dans les Émirats où j'ai déjà été. Je retournerai au Vatican bientôt. Nous allons retourner probablement avec le président en Chine. Voilà. Nous essayons de poursuivre ce dialogue, et puis la France va probablement prendre aussi des initiatives multilatérales pour, une fois que tous les États, et nous attendons la contribution de l'Égypte, auront mis aussi leurs propres engagements climatiques, nous verrons si tous ces engagements sont à la hauteur pour répondre aux objectifs, et après nous prendrons aussi d'autres initiatives diplomatiques. Nous ne voulons pas nous résigner. Nous voulons, mais nous savons que tout seuls nous n'y arriverons pas, et c'est ce que je viens aussi demander aux autorités égyptiennes. Nous avons besoin de l'influence de l'Égypte dans la Ligue arabe, dans l'organisation des États africains, pour que chacun aille vers le compromis à Paris. يعني خليني اقول ان الحاجة اللي اقدر اوعدك بيها ان مش بس هتبقى الجهود الدبلوماسية الفرنسية ولقاءاتك مع يعني المنظمات الدولية والاقليمية، ولكن ممكن من خلال برنامجنا هنا القاهرة 360 اننا نحمل رسالتك من خلال هذا اللقاء لنقدمها الى كل من يتحدث اللغة العربية ويشاهدنا اليوم. بتمنى لك كل التوفيق في مهمتك في رحلتك، وأتمنى أن تعود إلى يعني بعد أن تؤدي هذه المهمة تعود إلى مهنتك الأساسية كرجل إعلام يعني يمتع العالم. ويمكن يعني في واحدة من مغامراتك القادمة نكون موجودين معاك، بس نتفرج من بعيد، ما ننزلش معاك ولا المية ولا نطير معاك ولا نعمل الحاجات دي. Merci beaucoup, شكرا. يعني اعتقد ان زي ما وعدت حضراتكم ان المكان اللي احنا موجودين فيه مختلف، الشخصية مختلفة جدا، الموضوع الرسالة مختلفة. ما هيش بس رسالة اقفل الورشة اللي جنبك ولا اعمل محطة كهرباء بالطاقة الشمسية والمتجددة فوق السطوح عندك، رغم ان كل دي حاجات صغيرة بتساهم، لكن هي رسالة اكبر للعالم ككل اللي هيجتمع في فرنسا في ديسمبر من هذا العام عشان خاطر يناقش مستقبل الارض. يمكن يكون في حلول تأتينا، احنا في بلدنا محتاجين الى الكثير من الحلول، زي ما اتكلم ضيفنا مسيو نيكولاو يولو، اتكلم على موضوع ان التكنولوجيا بتزداد رخصا فترة بعد التالية وتصبح اكثر دقة واكثر كفاءة. فيمكن يكون ده من السبل اللي النهاردة نقول التكنولوجيا فجأة أصبحت تحل مشكلات البيئة بدلا ما كانت تؤثر سلبا على هذه المشكلات. بشكر السيد نيكولاو يولو وبشكركم، ونلتقي بعد هذا الفصل. Merci.